Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Baptiste Lemoine, nouveau sénateur apparenté UMP du département de l'Yonne. Jean-Baptiste Lemoine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons faire connaissance avec une nouvelle génération de sénateurs puisque vous avez 37 ans. Vous êtes le Benjamin de la Haute Assemblée ? Non, il y a plus jeune que moi, en l'occurrence le sénateur-maire de Fréjus, qui était élu sur la liste Front National et qui a 26 ans. D'accord, donc vous n'êtes pas tout à fait le Benjamin. Alors vous êtes jeune, mais pourtant vous n'êtes pas un novice en politique. Vous avez travaillé pendant 12 ans aux côtés de Jean-François Copé, aussi bien dans divers cabinets ministériels qu'à l'Assemblée nationale. Et puis vous avez construit votre carrière locale, vous avez été élu conseiller général, vous êtes vice-président du Conseil général de l'Yonne. Et puis vous avez décidé cette année de vous présenter au sénatorial. Et là, ça a été un peu compliqué puisque vous êtes copéiste et l'homme fort de votre département, c'est le sénateur ancien ministre UMP, Henri de Raincourt, qui lui est proche de François Fillon. Et vous n'avez pas obtenu l'investiture de l'UMP. Vous vous êtes présenté sous l'étiquette d'hiver droite. Vous avez été élu, plutôt brillamment élu. Et donc aujourd'hui, vous vous retrouvez sénateur apparenté UMP au Sénat. Donc vous allez nous expliquer. Mais on voit bien que cette complexité est révélatrice, significative d'un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui à la droite et en particulier à l'UMP. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Céline Rouden pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. C'est Céline Rouden qui vous pose la première question de Face aux chrétiens. Oui, alors on est en pleine campagne pour la présidence de l'UMP. Est-ce que, sur fond d'affaires Big Malion, de rivalité pour 2017 entre plusieurs personnalités de l'UMP, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy a eu raison de revenir maintenant et de revenir par le parti ? Il semblerait que certains commencent à émettre des doutes sur cette stratégie. Jean-Baptiste Lemoine. Il est vrai que dans le modèle de la Ve République, il est souvent important de maîtriser le parti pour pouvoir ensuite se présenter à l'élection reine, entre guillemets, qu'est l'élection présidentielle. C'est le fonctionnement traditionnel. Exactement. Donc, il a effectivement fait ce choix de revenir dans la bataille, et quelque part, c'est courageux parce que effectivement, il avait un autre chemin, une autre vie qui s'offrait à lui. Il pouvait se présenter directement à la primaire. Et il a fait le choix de ne pas laisser tomber sa famille politique, qui effectivement a subi des tiraillements que vous avez évoqués. C'est le moins qu'on puisse dire, nous en reparlerons. Et donc, de ce point de vue-là, il a fait un choix qui était courageux. Alors moi, j'avoue que c'est une compétition en plus qui est intéressante, puisqu'on a également deux autres candidatures de qualité et de valeur, avec Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Et j'ai envie de dire qu'on a un triumvirat à l'heure actuelle à la tête de l'UMP, avec les anciens premiers ministres, les pachas, comme ils s'autodésignent. Et moi, finalement, je souhaite qu'à l'avenir, on ait aussi une sorte de triumvirat, puisqu'on a trois candidats, et ces trois candidats, d'une façon ou d'une autre, ont apporté à notre famille politique. Un triumvirat avec ces trois-là. Ben oui, ils sont tous les trois candidats. Bruno Le Maire, et je pense qu'en fait, quelle que soit l'issue du scrutin et quel que soit le score des uns et des autres, ils ont chacun à apporter à notre famille politique. Bruno Le Maire, est quelqu'un qui est très présent sur le terrain, qui incarne aussi une nouvelle génération et qui, je pense, doit apporter sa pierre à l'édifice. Hervé Mariton est quelqu'un qui, en termes de construction intellectuelle, est très brillant et je pense que la droite a refondé son logiciel. Et c'est pour ça que j'espère que cette compétition interne sera plus l'occasion de réunir tout le monde à l'issue et de faire en sorte que chacun ait sa place au sein du parti. Avec un Nicolas Sarkozy à sa tête, c'est ce que vous sous-entendez. C'est ce que, on sent que du côté des militants, il y a effectivement une appétence pour le retour de l'ancien président de la République. Mais encore une fois, je vois aussi qu'il y a une campagne de terrain qui est faite par les autres candidats, qui n'est pas inintéressante et qui draine aussi du monde. Alors effectivement, ce n'est pas des salles de 3000 personnes, mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas se priver d'aucun talent et qu'on aura vraiment besoin des trois. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce que cela ne tient pas de la mise en scène ? Parce que les moyens d'abord sont très différents entre, par exemple, Hervé Mariton et ses concurrents, ne serait-ce que les moyens financiers. Et est-ce que ce n'est pas joué d'avance ? Parce que les médias attendent évidemment de voir le retour de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène que l'UMP
à laquelle l'UMP était obligée de consentir, voyant le succès que les primaires au PS avaient pu elles-mêmes Jean-Baptiste Lemoyne, susciter c'est un passage médiatiquement obligé. parlant. Est-ce que ce n'est pas juste un événement médiatique ? Alors, on n'est pas dans de l'événement médiatique pur. Il y a des statuts au sein de l'UMP. Ce sont ces statuts qui prévoient l'organisation de la compétition pour, désigner un patron à ce parti. Je veux dire, c'est... Il faut passer par là. Il faut passer par là. Mais après, on est dans... Fillon, on voit mal l'un d'eux l'emporter, non, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez bien connu Est-ce cette qu'il faut guerre un tiers Copé-Fillon, pour sortir de la crise ? Est-ce que le tiers n'est pas déjà désigné ? Nicolas Sarkozy. Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que l'engouement du peuple militant fait qu'on peut se dire que c'est joué, c'est plié. Mais en même temps, c'est l'occasion pour Nicolas Sarkozy, justement, d'aller à la rencontre d'un grand nombre de Françaises et de Français qui l'attendaient. Et puis, c'est aussi l'occasion de lui faire préciser un certain nombre de choses par rapport à ce qu'il souhaite faire à l'avenir en étant à la tête de l'UMP. Parce que on parle des hommes, mais il faut aussi parler de la recomposition de la droite, de quel projet, de comment on prépare bien 2017. Et ça, c'est pas des petits sujets, parce que je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, rien n'est acquis. Voilà. Benjamin Rosier, RCF. Beaucoup quand même se posent la question, est-ce que c'est pas un petit peu risqué ce retour de Nicolas Sarkozy, certes présumé innocent bien entendu, mais avec de nombreuses affaires dans lesquelles il est cité, et beaucoup se disent il y a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la droite et de l'UMP, si jamais tout ça s'avère être quelque chose de plus important pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque là, alors que la droite est déjà très tiraillée, et que l'année dernière, elle a offert un spectacle très compliqué pour les Français. Oui, je vois effectivement, c'est vrai qu'il risque d'être sans un peu présumer, il est déjà depuis 2 ans un peu la tête de turc du pouvoir d'une façon ou d'une autre, hein, parce qu'on a vu quand même beaucoup d'attaques qui d'ailleurs après souvent se terminent en faisant pchit. Hein. On se souvient par exemple de la mise en exergue d'Éric Woerth, justement proche de Nicolas Sarkozy, qu'on a attaqué sur une vente présumée de l'hippodrome de Chantilly. Bon, et finalement, on se rend compte que voilà, il y a un non-lieu, il y avait pas de sujet, donc. Il risque effectivement de focaliser, il risque de focaliser l'attention du pouvoir et d'un certain nombre de personnes qui veulent nuire. Comment dire, pour autant, je crois que lorsque les choses ne sont pas avérées, ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est que ça fait 2 lignes dans le journal, après avoir fait tant de mousse. Donc, oui, on risque d'être, il prend lui-même un risque, en réalité. Oui. Il le prend à la droite aussi, et à l'UMP, si jamais il était élu. L'UMP, déjà bien cabossée, ne va-t-elle pas être entraînée dans ce type de difficultés ? Est-ce que c'est un sujet, par exemple, chez les militants, Moi, je n'ai pas ressenti ça. Enfin, j'ai eu l'occasion, naturellement, d'en parler avec les militants. Je crois qu'ils attendent quand même, je dirais, quelqu'un qui imprime un cap, qui soit capable un petit peu, je dirais, allez, le taulier, celui qui est capable un peu de taper du poing sur la table, de remettre un petit peu tout le monde d'aplomb, parce que c'est aussi ça, ce dont on souffre, c'est un peu le tout à l'ego. C'est-à-dire que chaque chef de sous-chapelle se sent obligé de, à un moment ou à un autre, pousser son cri, être entendu, etc. Et donc, ça fait qu'il n'y a plus forcément de ligne directrice, qu'on a l'impression que c'est un peu l'auberge espagnole, un tel dit blanc, l'autre dit noir, et donc on a besoin de quelqu'un et d'une direction, en tous les cas, qui puisse dire où on veut aller, comment on veut y aller et comment reconquérir le cœur des Français. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, il a montré qu'il a su faire. Céline Rouden, La Croix. Vous avez parlé de renouvellement, de réfléchir à un nouveau logiciel pour la droite, notamment par rapport à la concurrence et la montée du Front National. Est-ce que justement Nicolas Sarkozy est l'homme qui peut incarner ce renouvellement ? On a vu qu'il est revenu beaucoup sur les thématiques qui sont à peu près les mêmes que celles de la campagne de 2012. Il y a une défiance à l'égard des partis politiques de la part des Français. Ce renouvellement de la droite, il doit passer par quoi ? Jean-Baptiste Lemoyne. J'ai vu qu'hier, il s'exprimait devant l'amicale gaulliste à l'Assemblée nationale et qu'il annonçait d'ailleurs l'arrivée du Sarkozy nouveau. Donc il a sûrement des choses à dire par rapport à ça. Le Sarkozy nouveau, Jean-Baptiste mais Lemoyne. en tous les cas... Il nous a tellement dit qu'il a changé. Non mais d'ailleurs, l'enjeu majeur pour la droite, encore une fois, quelles que soient les personnes, c'est l'enjeu de la crédibilité. Parce que pourquoi on n'a pas été au rendez-vous du résultat en 2012 ? Un certain nombre de nos électeurs ont dit, attendez,
vous n'avez pas fait le boulot sur tel et tel point. C'est ce qu'ils vous disent sur le terrain, vos électeurs ? Bien sûr. Et c'est vrai que combien de fois on a fait des moulinets en disant les 35 heures, etc. Et puis après, effectivement, les mesures au rendez-vous étaient moins ambitieuses. Pareil en matière de lutte contre l'immigration. Peut-être que certains se sont dit, mais pourquoi depuis 2002, ils n'ont pas pris le décret qui permettait une participation à l'AME, voilà, pour qu'un... À l'aide médicale d'État. À l'aide médicale d'État. La remise en cause et de donc, l'aide médicale d'État. tout ça fait que on a besoin de rassurer sur le fait qu'on fera ce qu'on dit. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je crois, la clé de la reconquête de l'électorat, parce qu'à ce stade, nous ne l'étions pas totalement crédibles de ce point de vue-là. Crédible. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Oui, vous avez peut-être entendu parler de l'essai de Christophe Guilly sur la France périphérique. Voilà. Est-ce que vous estimez appartenir à cette France périphérique ? Est-ce que Lyon est périphérique ? Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes sénateur de Lyon. Moi, je trouve que ces travaux sont passionnants. Je ne les ai pas lus in extenso, mais je vois bien ce dont ils parlent. Et moi, je peux vous dire que ce que je vis sur le territoire de Lyon, c'est une certaine déprise économique industrielle qui génère une précarisation accrue. Et donc, on voit bien qu'on est un peu à la croisée des chemins en France, avec un risque vraiment d'avoir deux France. Une France, effectivement, celle des métropoles, des urbains, qui sont ultra connectés, pour qui l'enjeu est d'arriver à lutter à armes égales contre Munich, Londres, Singapour, et une France des territoires périurbains ou ruraux, eh bien, qui a le sentiment d'être un peu oublié d'un certain nombre de politiques. Et ça se traduit, enfin moi très, très concrètement, on a une problématique de fracture numérique qui n'est pas résolue. On a un problème de démographie médicale. Comment trouver un médecin ? Comment se soigner ? Un ophtalmo, chez vous, il faut combien de temps dans Lyon pour avoir un rendez-vous ? L'ophtalmo, je ne sais pas, mais par exemple, un médecin généraliste, je peux vous dire que même pour quelque chose d'un peu bénin, c'est arrivé encore il y a peu, il faut parfois attendre 15 jours, 3 semaines. Bon, 15 jours, 3 semaines. Et voilà, donc, et ça, c'est un vrai sujet où il faut avoir le courage de prendre certaines mesures. Sur la démographie médicale, moi je crois qu'à un moment, les ordres de médecins font les bons constats. Alors là, 20 sur 20 sur le constat, mais alors sur les préconisations, 0 sur 20, 0 pointé. Et là, il va falloir peut-être s'attaquer à la liberté d'installation. Pas pour ceux qui sont déjà installés, mais pour les futurs étudiants qui prévoient, qui prévoient de rentrer dans la carrière. Parce que si les médecins ne viennent pas, c'est qu'il n'y a pas assez de monde. C'est pas le marché. Ah non. Mais attends, il y a du monde. Le médecin qui s'installe, il a du travail malheureusement jour et nuit. Vous lancez un appel aux généralistes pour qu'ils viennent s'installer en fait, c'est un problème aussi d'évolution sociologique et d'évolution des mentalités. Malheureusement, le modèle, enfin qu'on le veuille ou pas, mais le modèle du médecin de famille traditionnel, qui effectivement travaillait de 7h30 à 23h, est révolu. Et on voit qu'il y a une tendance accrue à aller vers le salariat pour les médecins, ce qui peut aussi aller de pair avec une certaine féminisation. On cherche à concilier effectivement plus facilement vie privée, vie professionnelle, et ça pose de gros problèmes. Donc il y a un problème de répartition des moyens et des médecins sur l'ensemble du territoire. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y a un marché, s'il y a de l'argent à gagner, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas ? Eh bien parce que, d'un point de vue de qualité de vie, un certain nombre d'étudiants considèrent qu'il est plus sympa d'aller visser sa plaque à Antibes, dans Lyon, ou au pied de la cathédrale à Lyon, plutôt que dans un chef-lieu de canton de 1500 habitants dans Lyon. Et même dans des grosses villes comme Auxerre ou Sens, où on n'a plus de renouvellement des médecins qui partent en retraite. Donc ça, c'est un sujet majeur. Et effectivement, les habitants des zones du coup rurales et périurbaines ont le sentiment que l'État s'occupe plus d'eux. Parce que ça veut dire qu'il faut prendre des mesures un peu de régulation, dire écoutez, vos études sont payées par le contribuable, la faculté de médecine c'est gratuit, et bien écoutez, pendant 2 ou 3 ans, vous allez rendre à la nation ce qu'elle vous a offert. Et pendant 2 ou 3 ans, vous êtes très dirigiste pour un libéral, comme pour l'armée ou pour l'enseignement d'ailleurs. Ou même les infirmières. Enfin, je veux dire, je pense que, et c'est un enjeu par rapport à la refondation intellectuelle de la droite, on peut avoir un libéralisme tempéré sur les sujets économiques et sociaux. Pour autant, il ne faut pas non plus être naïf. On est dans un contexte où l'État doit être parfois régulateur. Doit jouer son rôle. Doit jouer son rôle. Ouais.
Benjamin Rosier, RCF. Alors justement, dans ce changement de logiciel que vous appelez refondation intellectuelle pour reconquérir l'électorat, quels sont les 2-3 grands axes? Je reviens sur cette question. Économie, immigration, vous parliez de réforme de l'État. Voilà. Qu'est-ce qui, pour vous, doit permettre à la droite de reconquérir l'électorat? Alors, en matière économique, je crois qu'il faut sortir effectivement d'un certain libéralisme BA. On voit bien qu'on est dans un contexte au niveau mondial de guerre économique, hein, personne ne se fait de cadeaux, et j'ai senti une grande inquiétude, moi, pendant la campagne sénatoriale, de grands électeurs issus de tout parti, par rapport, par exemple, à la négociation du traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Le traité transatlantique. Transatlantique, exactement. Et on se demande, est-ce qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu dans les années 90 avec le GATT, parce que les États-Unis sont très forts, enfin, l'Amérique du Nord est très forte de façon générale pour arriver à mettre en place des barrières non tarifaires, avec un système de normes qui fait qu'on n'arrive pas à adresser tel ou tel marché. Et nous, voilà, il ne faut pas qu'on soit trop naïf et que... Mais la négociation est en cours. La négociation est en cours, mais il ne vous aura pas échapé, ça a été relevé, on a eu d'ailleurs eu un débat la semaine dernière au Sénat, que les informations, en tous les cas en France, étaient distribuées au compte-gouttes. Et il faut souvent aller sur des sites internet de parlements ailleurs en Europe pour arriver à trouver un peu plus d'informations. Mais je crois qu'il faut être très vigilant. Voilà. En matière économique, par exemple, ça veut dire qu'il faut être très vigilant là-dessus et comment dire, ne pas exclure là aussi d'être parfois un petit peu régulateur. Hein. Presque socialiste, allez. Régulateur, c'est protectionniste. Allez, ça veut dire. En tous les cas, c'est ne pas faire en sorte que la France et l'Europe soient ouverts à tous les vents et que nous, on n'ait pas cette capacité ailleurs. Voilà. Très bien. Nous allons marquer une première pause, si vous le voulez bien, dans cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Baptiste Lemoyne, jeune sénateur apparenté UMP de Lyon. Nous avons encore beaucoup de sujets d'actualité à aborder. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Baptiste Lemoyne, jeune et nouveau sénateur apparenté UMP du département de Lyon. Il est interrogé dans cette édition par Céline Rouden pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question de cette deuxième partie. Vous avez exprimé donc une inquiétude aussi bien du point de vue de la répartition des médecins, donc de l'accès à des services publics finalement, que de la capacité à se protéger dans un univers totalement mondialisé qui livre la France au chômage, aux délocalisations. Mais où est la marge de manœuvre? Parce qu'aujourd'hui, le discours le plus offensif sur ce terrain-là, il vient essentiellement du Front National ou alors éventuellement de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Alors, je pense que... Jean-Baptiste Lemoyne. Merci. Justement, il faut que nous donnions la capacité à nos entrepreneurs, aux créateurs de richesses, de courir dans la compétition nationale, européenne et internationale sans avoir des sabots de plomb. Or, de ce point de vue-là, la politique économique qui est conduite par ce gouvernement, malheureusement, en accroissant quand même un certain nombre de prélèvements obligatoires, en complexifiant un petit peu, la vie des chefs d'entreprise, on le voit avec la pénibilité, hein, même si... Il y a eu l'allègement des charges quand même. Oui, mais alors justement, écoutez, moi ce que me disent les patrons de PME, c'est que la feuille de paye, elle a encore pris 4 lignes de plus et que c'est d'une complexité extrême pour eux à gérer. Donc, on ne voit pas la couleur. Donc il y a encore du doute par rapport à ça. Mais donc tout ça pour dire qu'on a, je crois, un travail à faire pour... arrêter d'emmerder les Français, comme disait Pompidou, faire en sorte que les entrepreneurs puissent justement se dédier à la création de richesses, embaucher. Donc on doit créer ces conditions favorables. Ça, c'est au niveau national. Et au niveau international, je crois qu'il faut sortir d'une certaine forme d'angélisme selon lequel, tout traité visant, encore une fois, à favoriser les échanges est bon à prendre comme ça. On a un certain nombre de secteurs stratégiques. Vous êtes dans un parti qui va dans le sens inverse et à côté, il y a le FN qui capitalise là-dessus. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de la part d'un certain... Enfin, dans tous les cas, de la génération à laquelle j'appartiens, parce que je crois qu'on vit les mêmes choses sur le terrain, hein, vraiment. Et donc, peut-être qu'effectivement, ça ne se perçoit pas à ce stade, mais c'est pour ça que j'appelle aussi à ce travail intellectuel de refondation, parce que je pense qu'on ne gagnera pas sur, un programme, on va dire, juste bateau traditionnel. Voilà. Benjamin Rosier, RCF.
Oui, mais alors du coup, dans votre parti, il y a quand même, là on voit dans certains, certains programmes, ce libéralisme. Vous parliez tout à l'heure de protection. Les choses se font aussi au niveau européen. On a aussi les mains liées avec les accords, vous parliez des accords du GATT et de l'OMC. Comment faire pour changer aussi le logiciel au niveau européen, avec la commission qu'on a aujourd'hui? Bien sûr. Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes bien européen. Effectivement, je me réfère à Coudeneuve-Kalergi, par exemple, qui, avec son mouvement Pan-Europe, avait, dans les années 20 et 30, lancé l'idée, effectivement, de fédération d'États-nations. Et donc, il y a Otto de Habsbourg, l'archiduc Otto de Habsbourg aussi, avait repris ce combat-là. Et donc, il y a beaucoup de choses dans l'idée européenne qui sont intéressantes. Et comment dire, si je continue d'un point de vue intellectuel, des gens comme Emmanuel Mounier, autour du personnalisme, ont toujours plaidé dans une logique d'union des peuples européens. Pour autant, ça s'est fait aussi dans une optique à l'époque, quand on regarde initialement, qui était de trouver une troisième voie entre le bloc marxiste et un bloc ultralibéral. Et donc finalement, je crois que revenir à ces sources n'est pas inintéressant pour essayer de trouver cette troisième voie avec une Europe concrète, incarnée. Et ça veut dire aussi qu'au niveau de nos instances européennes, il faut peser. Est-ce que la France aujourd'hui est prise au sérieux, par exemple, avec Pierre Moscovici? J'ai vu une députée du Front National. Ouais. Une députée néerlandaise disait que d'ailleurs le braconnier était devenu garde-chasse. Parce que c'est vrai Pierre Moscovici n'a pas vraiment montré un grand succès au niveau de la lutte contre les déficits en France. Et maintenant, il se retrouve chargé d'une politique économique européenne. Donc, il faut qu'on puisse envoyer à Bruxelles des ministres, des commissaires qui vont peser. Et c'est vrai que je pense que le poids de la France est malheureusement en retrait. Céline Rouden, La Croix. C'est sur ce terrain des protections des individus et de la régulation par l'État que vous pensez que la prochaine élection présidentielle se fera, et c'est de cette façon que vous pensez pouvoir combattre le Front National? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un grand sentiment d'abandon de la part de nombreux Français qui ont l'impression, finalement, soit étant dans les classes moyennes, qui sont toujours appelés à contribution, mais qui ont toujours moins de possibilités d'être aidés. D'une part. Donc il y a d'ailleurs un vrai sujet qui va se poser à un moment de consentement à l'impôt. Quand on voit l'attaque en règle sur les familles, ce qu'on sent quand même, c'est qu'à un moment, on se dit, mais on paye, mais maintenant, on n'a plus le droit à rien. Donc, et pourtant, on s'attaque là à certains fondements de la sécurité sociale. Et donc, je dis attention, parce qu'effectivement, voilà, il y a un risque d'ébranler le consentement à l'impôt. Et les révoltes un petit peu qu'on a pu voir en Bretagne, ce climat de rébellion, il pourrait bien faire tache d'huile aussi. Il faut être attentif à ça. Vous sentez les gens à cran, là, sur place? Très à cran, dans toutes les sphères, que ce soit les agriculteurs qui doivent faire face à une avalanche de normes, à un blocus des échanges avec la Russie qui est très préjudiciable, mais également les patrons de TPE, de PME, et puis des salariés aussi qui se disent finalement, on est la variable d'ajustement. Donc, il faut qu'on puisse apporter une lueur d'espoir, pas juste le temps d'une campagne, mais que vraiment on réfléchisse. C'est ce qui va permettre d'apporter des vraies réponses. Faute de quoi, effectivement, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer aux prochaines élections si le Front National continue à être perçu comme étant le seul parti qui essaye de s'adresser à cette France-là, ce qui n'est pas la vérité. Puisque, encore une fois, vous le voyez chez famille politique, je vois de nombreux élus de terrain qui ont été élus au municipal là au mois de mars, qui se décarcassent, qui font tout pour justement bien accompagner sur leur territoire un certain nombre de mutations industrielles, d'être aux côtés de leurs administrés. Et donc, on a aussi, nous, un message à porter, je pense. Céline Rouden, La Croix. Compte tenu du climat politique actuel, des difficultés dans la majorité et de la faible popularité de François Hollande, certains évoquent la possibilité d'une dissolution. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une solution et que François Hollande ne pourra pas tenir encore 2 ans et demi? Et est-ce que votre parti serait prêt finalement à assumer les affaires de manière anticipée? Jean-Baptiste Lemoyne. Alors s'il y avait dissolution, ça voudrait dire que François Hollande, vu le calendrier
qui est celui de la 5e, avec l'inversion du calendrier qui a eu lieu en 2001, où la présidentielle commande le résultat des législatives, s'il y a dissolution et qu'il perd ses élections, ça veut dire qu'en fait, quelque part, il se met dans une logique où lui-même se laisse désavouer et il faut qu'il en tire les conséquences. Ça veut dire ça. Il faut qu'il démissionne. Quelque part, S'il dissout, il doit démissionner. S'il dissout et que le résultat ne le conforte pas, ça veut dire que lui-même se place dans une position où la question se pose. Alors maintenant, prendra-t-il cette option? J'avoue que c'est seul le président de la République peut apprécier les choses. S'il reste à l'Élysée, votre parti est-il prêt à accepter les responsabilités du pouvoir en cohabitation? Écoutez, je pense que c'est un débat qui n'est pas tranché au sein de la famille politique. Je pense que les deux options existent. Mais à un moment, si on est responsable, si on veut incarner un parti de gouvernement, on ne peut pas se soustraire. On peut pas se soustraire à ce moment-là à l'appel du peuple, parce que ça veut dire que si le peuple vote dans ce sens, c'est pour faire en sorte qu'on puisse exercer le pouvoir. Donc, il y a des précédents un peu tragiques. Jacques Chirac en 86 a peut-être commis une erreur en voulant cohabiter, parce que du coup il n'a pas fait le pas en 88. Bien sûr, j'entends. Il aurait refusé en 86, François Mitterrand se serait retrouvé dans une situation extrêmement délicate. Donc apparemment, vous préférez... j'entends ce que vous dites, mais après, la situation du pays est telle, vraiment... ça fait 20 ans qu'on dit... La cohabitation, c'est un risque d'enlisement aussi fantastique. Ça fait 20 ans qu'on dit, oh là, ça se dégrade, mais là, je crois qu'on arrive à un moment où effectivement, on n'est pas à l'abri de... On est en limite de rupture. Il y a une étincelle et ça peut partir très vite. Voilà. Et donc, je crois que dans ces circonstances font que est-il responsable, à ce moment-là, de ne pas saisir la perche tendue par le peuple s'il est amené à se prononcer? Vous êtes plutôt favorable à une cohabitation. Benjamin Rosier, RCF. Alors justement, sur cette dégradation dont vous parlez, il y a aussi quand même la crise du politique et la défiance de nombreux Français vis-à-vis des partis. Vous parliez notamment des partis, je dirais, classiques de gouvernement. Est-ce que là-dessus, pour répondre à ça, il n'y a pas une voie un petit peu institutionnelle d'évolution? Est-ce que pour vous, les institutions de la Ve République doivent rester en l'état? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre aux politiques, j'ai envie de dire, de retrouver ses couleurs? Jean-Baptiste Lemoyne. Bon, alors... Ouais. Comment vous aider à revivre les politiques? C'est vrai qu'on sent cette crise, crise de confiance par rapport aux politiques, alors qui est aussi très paradoxale, parce que les Français, souvent, sont attachés à la figure de leur maire, de leurs députés, qu'ils connaissent, mais quand on les interroge dans l'abstrait, sur la classe politique, ils sont très sévères. Mais tout ça pour dire qu'à mon avis, la meilleure réponse, c'est la proximité. Et donc on en revient justement à tous ces sujets qui agitent un petit peu la classe politique de réforme territoriale. Je crois que, pour reprendre une formule, au commencement était l'homme. Après, l'homme s'insère dans un certain nombre de communautés naturelles, dans sa famille, dans sa commune, dans des provinces, avec des identités historiques. Il faut choisir dans le millefeuille. Et donc ça veut dire... Vous parlez d'enracinement. Et donc, je parle d'enracinement. Et donc ça veut dire que je pense que la meilleure réponse à cette défiance du politique, justement, c'est de donner un vrai rôle à ces maires, par exemple, qu'on ne soit pas, qui sont complètement dévitalisés. Il y a 36 000 maires en France. Est-ce que c'est pas un peu trop? C'est une exception en Europe, quand même. Mais attendez, 36 000 conseils municipaux, c'est autant d'hommes et de femmes qui s'investissent quasiment bénévolement. Imaginez qu'il faille remplacer un conseil municipal de 15 personnes pour une commune de 600 habitants par 3 ou 4 fonctionnaires qui font le même travail à temps plein, ça coûterait beaucoup plus cher. Et donc je pense que, parce que la réponse à la défiance, c'est la proximité. Et donc de ce point de vue-là, notre organisation territoriale, historique, apporte des réponses. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, il y a un peu, une idéologie qui consiste à dire, tout ce qui est petit n'est pas à l'échelle. Et moi, je pense qu'à l'inverse, il faut vraiment parler de la subsidiarité. Donc c'est plus de décentralisation. Et ben, ça veut dire... Ou déconcentration. C'est faire en sorte qu'effectivement, ce soit à chaque fois à l'échelon qui est le plus proche du citoyen, qu'on ait la faculté d'agir. Et de ce point de vue-là, on a un gros travail pour reformater aussi l'État. Parce que je pense que l'État, par certains aspects, effectivement, et peut-être exerce des compétences qui n'ont plus à être, et ce qui n'empêche pas que par ailleurs, il peut être régulateur sur certains domaines importants, mais qu'il faut cesser d'asphyxier les collectivités locales, communes, départements, qui sont des échelons qui parlent aux administrés. Pourtant, elles vont devoir faire des économies.
Mais justement, moi je reproche beaucoup à ce gouvernement qui annonce 21 milliards d'euros d'économies, mais les seules économies qui sont documentées, c'est celles sur les collectivités locales. Pour le reste, c'est le flou, c'est le grand flou. Enfin, on peut prendre les chiffres ensemble. Ils annoncent 10 milliards d'économies sur la Sécu. C'est le trou noir. Hein. Je veux dire, vraiment, les choses ne sont pas précises. Et donc, moi, je dénonce effectivement cette stratégie de garrotage financier des communes et des départements, alors même que ce sont les premières agoras où le citoyen peut quand même avoir son mot à dire, voir le décideur, et que celui-là ne le balade pas parce que voilà, c'est pas une bureaucratie désincarnée à laquelle il s'adresse. Céline Rodin-Lacroix. Dans votre parti, pourtant, il me semble qu'il y a un certain nombre de responsables qui sont favorables à la suppression du département. Je pense à Jean-François Copé, notamment, qui l'avait exprimé. Nicolas Sarkozy a essayé de créer le conseiller territorial. C'était une très bonne réforme, moi, je trouve. D'accord, mais très bonne réforme parce que justement, on allait vers un couple département-région avec des élus incarnés, élus sur une circonscription, un territoire, alors que là, on va garder des régions, des grandes régions, avec des élus à la proportionnelle, ce qui favorise les systèmes d'apparatchik, avec des gens qui sont un peu hors sol. Donc la réforme du conseil territorial permettait d'avoir un élu qui soit un guichet unique pour l'administré, le chef d'entreprise, l'élu local, et faire en sorte que du coup, on avait la même personne qui allait travailler avec les services à la région, au département, et je pense qu'elle allait créer des synergies. C'est vrai qu'on peut se dire que les collèges soient gérés par les départements, les lycées par les régions, c'est le même métier, c'est gérer des bâtiments. Ça pourrait être géré de façon locale. Donc malheureusement, par idéologie, le gouvernement est revenu sur cette réforme du conseil territorial, qui était une bonne réforme et qui permettait d'avoir un couple département-région. Aujourd'hui, quand vous reprenez le discours de Manuel Valls au Sénat avant-hier, il ne parle plus de couple département-région. Il parle de couple commune-intercommunalité, et après, le deuxième couple, c'est État-région. Et donc, on voit bien qu'il a cette envie, qui n'a pas été levée, de supprimer à terme l'échelon départemental. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil général de Lyon. Quelle est votre position par rapport à la suppression de ces conseils-là ? Moi, je pense que on revient à la France qui est diverse, la France qui est projetée dans la mondialisation et la compétition internationale des métropoles. Je comprends qu'à Nice, à Lyon, à Nantes éventuellement, la métropole absorbe les compétences des conseils généraux, ça a du sens. Mais encore une fois, dans les 80% du territoire où vivent 20% de la population, cette France rurale et périurbaine, eh bien je pense que le département reste un échelon de cohésion sociale, un échelon dans lequel les gens se projettent aussi, et c'est important de se projeter dans des identités, justement quand on doit faire face à cette mondialisation et pas être juste un individu hors sol, on est incarné dans quelque chose. Donc vous y tenez. Donc j'y tiens pour, en tous les cas, cette partie de la France qui est rurale. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous avez parlé tout à l'heure du projet pan-européen. Est-ce que vous misez ou est-ce que vous avez une réflexion sur l'idée d'euro-région que l'Allemagne défend? Pourquoi pas reconstituer un jour la Lotharingie, etc. Mais les euro-régions, en fait, quand on parle des euro-régions sur un modèle allemand, je crois que c'est un raccourci, parce que vous prenez l'Allemagne, je crois que vous avez un certain nombre de villes qui sont elles-mêmes des Länder. Berlin, Hambourg, je crois, le Schleswig-Holstein, qui est une petite région et qui pourtant est un land avec la puissance que ça a en matière de compétences. Mais donc en Allemagne, il n'y a pas que des grandes régions. Certes, il y a la Bavière, etc. Mais donc là aussi, on va un peu vite en disant que l'Allemagne, c'est forcément des grandes régions et que ce modèle-là doit s'étendre partout. Je pense que très important dans l'organisation territoriale en France de prendre en compte des dimensions qui sont aussi culturelles, identitaires. Je comprends le combat des collègues alsaciens qui souhaitent une région Alsace. Vraiment, ça ne me choque pas. Vous, votre région, ça vous convient? Celle qui est dessinée? Écoutez, Bourgogne-Franche-Comté, on fera avec. Moi, je suis d'un département qui est plus attiré par le bassin parisien, en réalité. Donc, la question qui se pose à nous, qui pourrait se poser, c'est faut-il pas se raccrocher au Grand Paris, au Grand Paris, mais pour mieux bénéficier d'un certain nombre, d'une force de frappe économique, etc. Vous êtes plus éloigné du Jura que de Paris. En tous les cas, plus la région est grande, plus effectivement ça justifie, je pense, le maintien
de l'échelon départemental. Voilà. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité, je vous le rappelle, est Jean-Baptiste Lemoyne, jeune et nouveau sénateur de l'Yonne, apparenté UMP. A tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, le nouveau sénateur de l'Yonne, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est apparenté UMP. Pour l'interroger, Céline Rouden pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. Alors, le Comité consultatif national d'éthique a donc rendu récemment un rapport sur la fin de vie, sur la base duquel les travaux de la mission Leonetti et Claeys vont rendre des conclusions en décembre pour un projet de loi. Il y a 2 points qui apparaissent être des évolutions possibles dans une future loi. C'est les directives anticipées contraignantes, donc à respecter les directives données par les personnes avant leur fin de vie. Et puis, cette sédation profonde en phase terminale, c'est un peu la question qui se pose. Est-ce que pour vous, ça vous apparaît 2 évolutions possible dans une future loi, alors que dans le débat, les convergences, en tout cas selon le comité consultatif, sont fortes sur ces 2 points. Jean-Baptiste Lemoyne. Bon, là, on touche à des sujets, effectivement, qui sont des sujets, qui touchent à l'intime, au rapport qu'on peut avoir à la souffrance, à la vie, à la mort, et qui sont donc des sujets complexes. Complexes, pas évidents. Et ce sont des sujets publics aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un certain équilibre qui avait été trouvé effectivement avec la loi Leonetti, qui existe, et qui d'ailleurs gagnerait peut-être à être mieux connue. Moi, j'avoue que je suis opposé à l'euthanasie, naturellement. On voit un certain nombre de dérives en Belgique, qui conduit quand même à des choses très préoccupantes. C'est-à-dire que on m'a narré l'histoire de tel prisonnier qui, après 20 ans derrière les barreaux, a souhaité... à demander. Rentrer dans ce processus. C'est quelque chose quand même, là, c'est un choix délibéré de mettre fin à la vie alors que la personne est apte. Et c'est quand même très Donc préoccupant. Vous n'êtes pas favorable au suicide assisté. Très préoccupant comme... Ah oui, tout à fait. Clair pour vous. Alors après, il faut voir aussi que l'évolution des technologies fait que on maintient aussi peut-être en vie des personnes dans une sorte d'acharnement thérapeutique. Et que ça aussi, est-ce véritablement souhaitable de maintenir de façon artificielle, mais presque, très compliqué, parce qu'il faut faire... Où sont les limites ? Où sont les limites ? Et donc, moi je crois que la loi Leonetti avait cette vertu que on ne mettait pas fin à la vie, mais on mettait fin à la souffrance en fin de vie. C'est-à-dire que c'est dans le cadre du processus naturel qui conduit à la mort que dans les derniers instants, la personne pouvait faire le choix de ne pas souffrir. Et c'est très différent que de s'enclencher dans un processus qui est un processus effectivement de suicide assisté ou d'euthanasie. Et donc moi je serais très vigilant pour qu'on reste sur un équilibre qui me semble trouvé par cette loi. Vous défendez le statu quo parce qu'il Céline y a quand Rouden, même dans l'opinion un certain nombre de gens effectivement qui sont d'accord, enfin en tout cas qui aimeraient que la loi Leonetti évolue pour mettre fin parfois à certaines situations délicates. Donc vous êtes pour le statu quo ou vous pensez qu'il y a une possibilité d'améliorer la loi Leonetti ? Moi je crois que, parce que effectivement vous faites allusion à certains sondages qui sont sortis, mais en réalité il faut bien regarder les questions. Je crois que les gens, les Français, quand on échantillon, c'est un panel qui est interrogé, en fait il réfléchit en se projetant lui, en se disant est-ce que je veux souffrir ou pas en fin de vie ? Et donc forcément, c'est normal qu'à 90%, les gens se disent non, je n'ai pas envie de souffrir. Et donc on arrive à ce genre de sondage, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que pour autant, je ne pense pas qu'il y ait une convergence pour dire qu'il faut faciliter la possibilité d'ôter la vie à un moment ou à un autre. Mais donc... Moi, je pense qu'il faut, en tous les cas, légiférer sur ces sujets avec la main qui tremble, je crois, comme disait Montesquieu. En fait, Benjamin Rosier, RCF. On sent qu'il y a des convergences, et c'est ce que montre le comité consultatif d'éthique, qu'il y a des convergences sur finalement une meilleure application. Vous en parliez, parce que en fait, l'acharnement thérapeutique, la loi Leonetti de 2005, y met fin normalement. Donc est-ce que vous pensez que c'est juste
mieux informer les citoyens sur cette loi et mieux l'appliquer, ou quand même mieux faire respecter leur dernière volonté et peut-être introduire des évolutions sans parler forcément d'assistance au suicide. Moi, je crois que c'est vraiment... Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et donc, c'est plutôt sur l'aspect vraiment information des citoyens sur l'existant. Et d'ailleurs, je sais que Jean Leonetti sillonne la France continuellement, fait beaucoup de conférences auxquelles il y a beaucoup de monde chaque fois. C'est un sujet qui touche. Je crois que, malheureusement, personne n'en sort indemne parce qu'on a tous vécu des situations, à un moment ou à un autre, qui nous rapprochaient de ça. Et je pense que c'est le sujet de l'information qui prime. Et puis, je dois dire que ce qui est un peu préoccupant, c'est que le gouvernement n'a pas maintenu l'effort budgétaire qui avait été mis en place à la fin du quinquennat sur les soins palliatifs. C'est vrai que là, il y a 300 millions d'euros qui ont disparu, c'est un peu dommage. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous parliez tout à l'heure du logiciel, de la droite, etc. On a le sentiment que la gauche a quand même nettement une longueur, pas nécessairement une longueur d'avance, mais qu'elle maintient une pression et que ça met mal à l'aise la droite, ces questions sociétales, qui généralement la divisent. C'est ce qu'on a pu observer sur les questions familiales, sur toutes ces questions-là. Et vous, quel regard portez-vous là-dessus? S'il y a quelque chose à renouveler, ce serait de quelle nature pour avoir un discours cohérent, en fait. Quand on s'adresse à des gens de l'UMP, on ne sait jamais si finalement c'est le critère individuel qui l'emporte, c'est votre appréciation, mais il y a moins un effet, une dynamique idéologique. Il n'y a pas de dynamique idéologique dans ce domaine-là, chez vous. Oui, c'est vrai c'est vrai que on peut avoir le sentiment qu'il y a... Ça flotte un peu. Il y a des voix qui ont des appréciations un peu différentes. Moi, je crois qu'on perd tout à ne pas être toujours très clair. On voit bien sur le débat qui a eu lieu sur la loi mariage pour tous qu'il y avait des convergences aussi qui inversement allaient au-delà des partis. Dans ce combat dont j'ai souvenir dans l'hémicycle avec Hervé Mariton, Philippe Gosselin, etc., bien des militants issus d'autres partis, parfois de la gauche, se retrouvaient aussi dans ce combat-là. Parce que contre le mariage homo. Contre une évolution sociétale qu'on veut nous imposer, et notamment en matière de filiation, qui n'est pas neutre. Quand on voit justement que faute d'avoir élaboré un propre modèle français ou de l'avoir réaffirmé, on se fait imposer par la CEDH la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger, dans l'état civil, les conséquences peuvent être d'un point de vue juridique, énormes. Parce que ça veut dire qu'il va falloir pousser la logique jusqu'au bout. Pour l'instant, les enfants issus de situations dramatiques, que sont l'inceste, etc., cette filiation n'apparaît pas in extenso. Ça va amener à se poser cette question-là. Ça va amener à se poser plein d'autres questions en matière... Et là, on touche au code civil. Donc, c'est vraiment ce sujet de la filiation, de la GPA et de la PMA, notamment, je crois, doivent être affrontés je dirais avec courage, en ayant le courage de dire des choses qui effectivement ne peuvent pas paraître politiquement correctes, parce que on parlait de libre-échange. Il faut abroger la loi, alors. La loi Taubira, il faut l'abroger, pour vous? En tous les cas, je crois qu'il faut largement réécrire les choses, parce que sur l'aspect filiation, il faut totalement le déconnecter. Et si les personnes de même sexe qui vivent ensemble souhaitent que leur un certain nombre de points liés au patrimoine, Pas que s'améliorer, quoi. Exactement. Je pense qu'il faut plutôt aller vers ça. Tout à fait. Mais vraiment déconnecter les sujets mariage et filiation. Voilà. Céline Rondaine-Lacroix. Vous avez parlé tout à l'heure des attaques du gouvernement contre la politique familiale. Donc le gouvernement, effectivement, a décidé de moduler ses allocations familiales en fonction des revenus. J'imagine que vous y êtes opposé. En même temps, certains des candidats de la droite pour 2017 préconisent 100 milliards d'économies à faire. Comment réaliser des économies sans toucher aux prestations sociales ? Jean-Baptiste Lemoyne. Moi, je serais plutôt partant d'aller regarder ce qui se passe derrière l'AME, l'aide médicale d'État, dont le coût a été multiplié par 10 en 15 ans, que du côté des prestations familiales, qui sont quand même un héritage, puisqu'on parle de consensus national, d'un héritage de la résistance. Et d'ailleurs, on a auditionné le président de la CNAF au Sénat. C'est très intéressant de voir que les sénateurs communistes
étaient sur la même ligne que les sénateurs UMP pour défendre sur le maintien de l'universalité des allocations familiales. Donc on est là aussi en dehors des clivages et pour le maintien d'une politique qui fonctionne. Pour une fois qu'on en a une qui marche bien, qui nous est parfois enviée, parfois copiée, essayons de la garder. Parce que tout ça, en plus, vient à la suite d'autres mesures où on a raboté le quotient familial qui est passé quand même de 2 300 € à 1 500 €. Or là, il s'agit, vous le savez, de maintenir une équité entre des familles avec enfants, des familles sans enfants. Tout cela a été mis en place depuis 2 ans. On a fiscalisé les majorations de pension de 10% pour les parents de retraités ayant eu 3 enfants. Donc tout ça pour résumer, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc vous, les économies, vous les faites en gros sur le dos des immigrés, c'est ça que vous dites? Je caricature, mais c'est ça? Non, je dis pas ça. Je dis que on doit être dans une société responsable où et je considère qu'une personne qui est en situation irrégulière, qui a le droit à 100% de prise en charge, alors qu'un étranger, lui, en situation régulière, se voit appliquer un autre traitement, ça interroge. Et puis quand je vois que le gouvernement, là aussi, va dans le sens du laxisme, parce qu'il a supprimé la participation de 30 € qu'on avait mise en place pour accéder à l'AME, ou qu'il a supprimé l'agrément préalable pour avoir accès à un certain nombre de soins hospitaliers qui coûtent très cher dans le cadre de l'AME, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et que là, du coup, ça entraîne des dépenses budgétaires qui, malheureusement, ne sont peut-être pas les bienvenues. Mais on pourrait maintenir l'AME si l'État d'où vient la personne qui se fait soigner en France rembourse simplement les soins. Dans l'hypothèse où l'État d'origine rembourse les soins... Bien sûr. D'ailleurs, il y a un différend entre l'Algérie et la France là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Ouais. Alors nous arrivons au terme de cette émission, mais je voudrais vous poser une dernière question, si vous voulez bien, Jean-Baptiste Lemoyne. Vous avez été très proche, avec d'autres, de Jean-François Copé pendant de longues années. L'affaire Big Malion est une affaire à mèche lente qui irrigue peut-être malheureusement la vie politique de la droite. Est-ce que vous tous, aux côtés de Jean-François Copé, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien su pendant ces années-là? Jean-Baptiste Lemoyne. Moi j'étais au groupe parlementaire, secrétaire général délégué, donc pas du tout au parti quand ces choses-là se sont déroulées, voilà, exactement. Ce que je peux dire, c'est que moi, Jean-François Copé m'a dit qu'il souhaitait que la justice fasse son travail et vite, parce que il considère qu'il est effectivement atteint dans son honneur par rapport à tout ce qui peut être raconté par rapport à son rôle. Et donc, moi, je crois que la justice travaille, laissons-la travailler. Est-ce que c'est pas une bombe à retardement pour Nicolas Sarkozy, pour le parti auquel vous êtes apparenté en ce moment? Non, mais ce qui est sûr, c'est que la population souhaite que les partis maintenant soient exemplaires dans la gestion de leur budget. Si on veut nous-mêmes, gérer la France, il faut qu'on soit capable de se gérer. Donc ce devoir d'exemplarité, je pense que c'est notre génération un peu de l'incarner. Et vous payez votre cotisation à l'UMP ou pas alors? Louis Dauphren. Écoutez, il se trouve donc... qu'on avait demandé mon exclusion de l'UMP, et puis c'est drôle, là j'ai été élu, j'ai reçu un courrier du trésorier qui me dit je vous félicite, vous êtes sénateur et maintenant vous pouvez payer un peu plus. Donc pourquoi pas, on va en parler, oui, bien sûr. D'accord. Non, mais... Très bien, ce sera votre dernier mot. Merci à vous, Jean-Baptiste Lemoyne. Vous étiez notre invité. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau sénateur apparenté UMP, on vient de le dire, de Lyon. La semaine prochaine, nous serons à Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Et notre invité sera Monseigneur Bernard Potvin, le porte-parole des évêques de France. En tout cas, merci de votre fidélité. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette émission et toutes les précédentes sur les sites des partenaires de Face aux Chrétiens, KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci.